Donc pour conclure la journée, c'est Comptemetry qui prend la parole pour vous parler d'un sujet à l'accroche très agréable qui s'appelle « Doit-on avoir peur du machine learning ?» Le machine learning, c'est un sujet qu'on entend beaucoup utiliser systématiquement dès qu'on parle de données, dès qu'on parle de data, dès qu'on parle de big data, dès qu'on parle de data science, mais peu de personnes savent exactement qu'est-ce que c'est le machine learning, et on a la chance aujourd'hui d'avoir sur scène deux consultants, un consultant et un directeur de Comptemetry. Donc je demande à bien vouloir me rejoindre, Isabelle Robin et Yannick Martel. Merci à vous et merci à eux. Donc, bonjour. Bonjour, merci à tous d'être là. Yannick nous a proposé de faire cette session « Faut-il avoir peur du machine learning ?» Donc Yannick, qu'est-ce que tu entends par là, et est-ce que tu veux parler de phénomènes comme celui de la singularité ? Alors, en fait, la singularité, c'est le mouvement qui a été lancé autour de gens qui s'inquiétaient de l'intelligence artificielle, et notamment d'une intelligence artificielle qui, à un certain moment, serait capable de s'auto-reproduire, s'auto-améliorer et finalement se passer de nous. Alors, est-ce que ça va arriver? Je ne sais pas, 5 ans, 10 ans, 50 ans, 100 ans peut-être. Donc, pour moi, c'est assez lointain, et en fait, non, il ne s'agit pas de ce sujet. C'est un sujet passionnant, mais il ne s'agit pas de ça, parce que je pense qu'on a des préoccupations un peu plus immédiates. Alors, par exemple, on pourrait s'intéresser autour du machine learning, à savoir si ça va supprimer des emplois. Donc, la session précédente parlait d'éthique. Alors, en fait, c'est possible, comme la mécanisation dans l'industrie, dans les filatures, a supprimé des emplois de tisserands. Il y a eu des mouvements au XIXe siècle pour s'opposer à cette mécanisation. Il est possible qu'on ait ce même genre de phénomène, et sur des professions qui jusque-là étaient assez à l'abri, comme des professions de docteurs, d'avocats, de juristes, de consultants, de data scientists peut-être, qui sait. Mais voilà, il est possible que ça arrive. C'est vrai que c'est un sujet important et difficile, et c'est vrai que l'intelligence artificielle et le machine learning vont menacer ces professions. Mais en fait, ce n'est pas non plus de ces sujets-là que je voulais parler. Ok, mais alors moi quand j'entends parler de peur autour du machine learning, je pense notamment par exemple à la lettre que certains spécialistes ont pu envoyer, c'est-à-dire, alors je crois que dans cette lettre il y avait donc Hinton, Hawkins, Wozniak et d'autres, et où ils parlent en fait d'armes quasi autonomes qui seraient en fait capables de cibler finalement de leur propre fait des cibles, et donc finalement de décider quelle est leur cible, et autour de ça, je pense que la peur qu'ils ont finalement, c'est la peur de l'automatisation des armes. Je pense que c'est un sujet qui nous touche et qui a déjà eu lieu finalement auparavant. Mais si on revient finalement à des peurs qui sont peut-être moins celles de personnes moins spécialisées, on parlait tout à l'heure donc de la protection des données personnelles. Là, je pense que c'est des peurs finalement qui touchent un peu plus les personnes qui sont ici à ce salon, les clients qu'on peut rencontrer également. Donc en fait, le sujet dont je voulais parler, effectivement, il rejoint un petit peu ça, il rejoint le sujet de gens que je rencontre tous les jours qui ont peur du machine learning parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Et je pense qu'on a besoin de vulgariser le sujet, de le comprendre, que les décideurs le comprennent pour justement prendre les bonnes décisions en tant que citoyen ou en tant que responsable décisionnaire dans les entreprises. Et c'est de ça dont je voulais parler. Parce que finalement, le machine learning, c'est quand même un sujet assez compliqué, c'est une branche de l'intelligence artificielle, et c'est un sujet pour matheux. Donc, est-ce que tu pourrais nous introduire le sujet et en parler un petit peu, de parler des grandes catégories, Isabelle? Oui, bien sûr. Alors, finalement, le machine learning, c'est, on va dire, quelque chose qui se rapproche de l'intelligence artificielle. Ça consiste finalement à apprendre à des programmes, à apprendre automatiquement. Et donc, apprendre automatiquement, ça peut se faire, disons, de deux grandes manières dans le machine learning. On parle d'apprentissage supervisé ou non supervisé. Si on parle plus précisément de l'apprentissage supervisé, on va partir d'un jeu de données qu'on appelle labellisé. C'est-à-dire on va savoir, par exemple, si une personne a fraudé ou pas, si un prospect a souscrit finalement à une offre ou pas. Et à partir de cette base,
on va chercher sur des nouveaux cas à chercher à prédire en fait si, dans le cas du marketing par exemple, si le prospect pourrait potentiellement souscrire à cette offre. Donc finalement, quand on parle d'apprentissage supervisé, c'est une forme un peu plus étendue des statistiques classiques, mais ça reste quelque chose qu'on peut quand même vraiment concevoir comme les statistiques traditionnelles. Alors, au niveau de l'apprentissage non supervisé, là, on va plus partir, essayer de caractériser les données, mais je sais que c'est ton dada, donc je te laisse... Oui, c'est un sujet que j'aime beaucoup, parce que finalement, dans l'apprentissage non supervisé, on va partir d'un jeu de données qui va être non labellisé, non étiqueté. Alors l'intérêt de ça, c'est que pour labelliser ou étiqueter un jeu de données, il faut soit collecter de l'information quand elle peut être disponible, donc c'est souvent le cas dans des processus qui sont digitalisés, soit la labelliser à la main. Et par exemple, il y a des tas de sujets sur lesquels on veut étudier les cas de fraude, mais qu'on a quelqu'un qui démarre sur le sujet qui ne sait pas forcément s'il a déjà de la fraude. Et donc la situation est difficile, et on peut faire cette labellisation à dire d'expert, mais c'est long et coûteux, ou alors adopter de nouvelles approches et des approches différentes. Donc l'apprentissage non supervisé va essayer de partir d'un jeu de données, d'un ensemble d'informations, et d'essayer de retrouver une structure dans ces informations. Et cette structure, ça peut être de voir quels sont les cas qui sont normaux ou les cas qui dévient par rapport à la normale. On va aussi, par exemple, chercher à regrouper les cas qui se ressemblent en catégorie ou en groupe. Et en fait, on va créer une structure, on va retrouver une structure là où il y en a une probablement dans les données, mais elle n'est pas visible à l'œil nu parce que le jeu de données est trop grand, il est trop compliqué. Alors, les dernières recherches sur le cerveau pensent que le cerveau fonctionne à peu près comme ça, c'est-à-dire qu'il va chercher à trouver des structures et par-dessus faire un apprentissage supervisé. Donc finalement, on a un étage non supervisé qui est d'abord de retrouver, de mettre de l'ordre, dans la nature, et toutes les sciences se basent sur le fait qu'on met un ordre et qu'on retrouve un ordre. Et voilà, ce que je trouve fascinant sur l'apprentissage non supervisé, c'est parce qu'on va chercher à retrouver cet ordre et on va pouvoir en tirer quelque chose et on va pouvoir exploiter la grande masse de données disponibles qui n'est pas labellisée en général, comme des données de caractères, d'informations, et appliquer des algorithmes sur ces grandes masses de données disponibles. Ok. Mais alors, au-delà finalement de ces deux formes, ou plutôt à l'intérieur de ces deux formes, en fait, quand on est un jeune data scientist, on peut avoir peur finalement de tous ces algorithmes inconnus qui peuvent s'ouvrir à nous, de toutes les librairies qui implémentent ces algorithmes. On a vraiment toute une foule de techniques possibles. Et c'est vrai que ce qu'on constate finalement, c'est que les méthodes qu'on va utiliser sont quand même suffisamment balisées pour qu'on puisse s'y aventurer. Et surtout, à force de les utiliser, on se rend compte que ce sont souvent les mêmes qui servent, et c'est assez rassurant en ce sens-là. Oui, et c'est vrai que les grands sujets, les sujets les plus fréquents ont des choses assez balisées. Il y a un jeu de librairie qu'on peut maîtriser qui permet de s'appliquer à pas mal de sujets. Par contre, il y a une erreur assez courante qui est de croire qu'il suffit de jeter la donnée à la tête de l'algorithme ou à la tête de la librairie et de bidouiller jusqu'à ce que les réglages soient bons. Et ça marche. Et en fait, ça ne marche pas. Et il y a toute une phase de réflexion en amont qui est vraiment très très importante, et d'ailleurs que tu rencontres dans l'émission au quotidien, Isabelle. Oui, c'est sûr. Alors, c'est vrai que cette phase de préparation des données, c'est pas forcément la plus sexy, mais ça fait partie du métier de data scientist. Et pour cette phase, finalement, on a vraiment besoin de l'expertise des équipes métiers, et c'est également ça qui est agréable dans le métier de data scientist. C'est travailler finalement main dans la main avec les équipes métiers et qu'elles puissent nous permettre d'avoir la connaissance de l'intérieur finalement des données, et nous qu'on leur apporte notre expertise finalement de la manipulation et des techniques autour de la donnée. Mais finalement, ce que ces équipes nous remontent de plus en plus souvent, c'est quand même que donc on fait notre proof of concept, on fait notre modèle, et les questions qu'on rencontre souvent en fait, c'est et après qu'est-ce qui se passe? Alors après, c'est vrai que là on arrive sur un sujet passionnant qui est de passer du laboratoire à la vie réelle. Et la grande révolution
de l'intelligence artificielle qu'on connaît maintenant et du machine learning et le fait que ce soit très connu du grand public, ça ne vient pas de gens qui ont fait ça dans le laboratoire, ça vient de gens qui ont mis en pratique, ça vient de gens comme Amazon qui ont intégré dans leur système de e-commerce, ça vient de Google qui utilise de l'intelligence artificielle sur son moteur de recherche, ça vient de LinkedIn qui fait de la recommandation, et ça vient de gens qui ont intégré le machine learning à leur processus opérationnel. Donc quand on a développé un algorithme prédictif ou on a intégré un système de machine learning, qu'on a fait une étude de machine learning chez un client, parce que le plus souvent c'est comme ça qu'on commence, en fait on n'a fait qu'une partie du travail. On a montré qu'il y avait du signal, on a montré qu'il y avait quelque chose d'intéressant. Mais en fait la partie vraiment intéressante qui peut rapporter, c'est d'intégrer au processus opérationnel. Alors là oui on peut en avoir peur, parce que c'est vrai qu'on va intégrer quelque chose qui est une technologie assez avancée, et qui va être disruptive par rapport au processus opérationnel, et qui va être intéressante uniquement si on considère qu'effectivement elle est disruptive. Et du coup, ça veut dire qu'il faut adapter ses processus opérationnels, il faut adapter son système d'information pour laisser place à la décision automatique. Mais c'est aussi là qu'on peut en tirer on peut tirer complètement parti de ces technologies. Et voilà, et ça vient avec un certain nombre de problématiques associées. Ouais, les problématiques qu'on peut rencontrer, nous de notre côté, ça va être par exemple le transfert de compétences aux équipes dédiées. C'est un transfert de compétences qui se fait à la fois aux équipes SI pour leur montrer un petit peu comment cette industrialisation va se passer, pour qu'ils aient bien conscience qu'ils ont la main sur ces systèmes, sur ces nouveaux systèmes qu'on leur apporte. Et c'est également un transfert de compétences qui se fait avec les équipes métiers, pour qu'elles puissent finalement savoir ce qui se passe dans ce modèle qu'on leur apporte, savoir quand le modèle ne va plus bien, qu'il faut justement faire quelque chose pour le corriger. Donc c'est deux transferts de compétences qui sont assez essentiels dans nos travaux d'industrialisation en tout cas. Et c'est avec ce type de transfert de compétences qu'on aide en tout cas nos équipes, les équipes internes chez nos clients à ne plus avoir peur en tout cas du machine learning. Mais globalement, Yannick, est-ce qu'on doit avoir peur du machine learning ? Alors, je dirais oui et non. En fait, oui, parce que c'est une technologie nouvelle qui est pas comprise par beaucoup de décideurs et qui n'est pas maîtrisée par beaucoup de gens, et on peut faire on peut perdre beaucoup de temps on peut perdre beaucoup de temps en essayant des choses, ou on peut mettre beaucoup d'espoir sans vraiment avoir la démarche pour le mettre en œuvre. Du coup, et c'est une technologie nouvelle, donc il faut apprendre à l'utiliser, et c'est comme ça qu'on va réellement en tirer parti, et il faut être prêt. En fait, il faut être prêt à accepter l'innovation, et ça c'est parfois difficile dans les grandes entreprises, et il faut être conscient du fait que c'est une innovation et que pour en tirer parti, il faut voir les choses différemment. Donc oui, en ce sens, on peut en avoir peur, mais voilà, comme toutes les autres technologies, c'est quelque chose qu'on peut apprivoiser, qu'on peut arriver à comprendre en des termes simples, sans forcément être spécialiste du sujet, à minimum comprendre comment en tirer parti, et effectivement, on sait que ça marche et que ça apporte un bénéfice, et donc voilà, c'est réellement quelque chose d'intéressant, en tout cas qui nous passionne.